63 personnes dans la pièce. Pas une n'osa respirer. Marco Benedetti, la main droite de la famille Caruso depuis 25 ans. L'homme qui fit disparaître des juges et transforma des traîtres en nourriture pour poissons, venait de gifler une serveuse au sol pour une erreur qu'elle n'avait pas commise. Elle avait 27 ans, timide, invisible, le genre de femme qui s'excusait d'exister. Du sang gouttait de sa lèvre. Ses lunettes gisaient brisées sur le marbre. Tout le monde attendait qu'elle pleure, qu'elle s'agenouille. Mais elle ne pleura pas. Elle se leva. Elle regarda droit dans les yeux l'homme le plus dangereux de la pièce. Pas Marco, mais Dominic Caruso, le patron de 36 ans assis immobile comme une pierre. Et elle parla. Pas en anglais, pas en italien. Dans un dialecte sicilien si ancien qu'il était mort, avec les familles nobles qui furent massacrées il y a 15 ans. La pièce entière se figea. Dominic Caruso, l'homme qui ne montrait jamais de surprise, se leva d'un bond, renversant sa chaise. Vincent Caruso, le vieux Don, confiné à un fauteuil roulant, main tremblante de Parkinson, se leva pour la première fois en 2 ans parce qu'ils reconnurent ses mots. La langue est d'une lignée qu'il pensait avoir enterrée complètement, la lignée Castellano. Et à ce moment, les 2 hommes les plus puissants de New York réalisèrent quelque chose qui leur glaça le sang. Cette serveuse n'était pas ici par accident. Elle était un fantôme. La princesse perdue d'un empire brûlé en cendres, et les fantômes ne reviennent pas pour pardonner. Le silence dura exactement 2 secondes, puis le chaos. 3 gardes du corps tirèrent leurs armes simultanément. Les clics des sécurités étant relâchés résonnèrent à travers la pièce gelée comme des glas de mort. 6 canons de pistolet braqués sur une femme. Elle est une Castellano. La voix de Marco se fendit dans l'air comme un fouet. Son visage était devenu violet de rage. Où était-ce la peur? Tu es là. Tu es là maintenant. Elena ne bougea pas. Elle se tenait là, le sang coulant toujours de sa lèvre fendue, entourée de suffisamment de puissance de feu pour la déchirer 10 fois. Ses cheveux châtains s'étaient détachés de son chignon serré, tombant autour de son visage comme un voile sombre. Mais elle ne trembla pas. Elle ne supplia pas. Elle attendit juste. Personne ne bouge. La voix de Dominic coupa le chaos comme une lame à travers la soie. Basse, contrôlée, absolument létale. Les gardes du corps se figèrent à mi-souffle. Même la bouche de Marco se referma brusquement. Quand Dominic Caruso parlait, les hommes écoutaient ou il cessait de respirer en permanence. Il s'avança, ses chaussures Oxford polies claquant contre le sol de marbre. Chaque pas délibéré, chaque pas mesuré. La foule s'écarta devant lui comme l'eau devant un requin. Il s'arrêta à 3 pieds d'Elena. De près, elle put voir la tempête dans ses yeux gris, la violence à peine contenue, les questions brûlantes derrière ce masque de glace. Il étudia son visage comme un collectionneur étudie une peinture, cherchant l'authenticité, la contrefaçon, la vérité. Qui êtes-vous? Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Elena rencontra son regard sans ciller. Vous savez déjà? Impossible. La voix tremblante de Vincent vint de derrière. Le vieux Don s'était effondré de nouveau dans son fauteuil roulant, ses mains ravagées par la maladie de Parkinson, agrippant les accoudoirs comme des griffes. Nous les avons tous tués. Chacun. Je m'en suis assuré. Elena tourna lentement la tête vers le vieil homme, l'homme qu'elle avait blâmé pendant 15 ans, l'homme qu'elle avait rêvé de tuer de 1000 manières différentes. Vous en avez manqué un. 4 mots délivrés sans colère, sans haine, juste un fait froid et simple. Le poids de ces mots pressa sur la pièce comme une force physique. Dominic leva la main. Un geste, arme à terre. Dom Marco commença. J'ai dit, arme à terre et à terre. Dominic ne leva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde dehors. Dégagez la salle maintenant. Les gardes du corps rengainèrent leurs armes.
Les invités restants se précipitèrent vers les sorties comme des rats fuyant d'un navire en perdition. En 60 secondes, la mezzanine VIP était vide. Seules 4 personnes restèrent. Dominic, Vincent, Marco et le fantôme qu'il pensait avoir enterré. Dominic tira une chaise et la désigna. « Asseyez-vous. Nous devons parler. » Elena ne s'assit pas. Je resterai debout. Une lueur de quelque chose traversa le visage de Dominic. Respect, irritation, les deux? Bien, alors commençons par comment une femme morte a fini par servir de l'eau dans mon restaurant. Mais pour comprendre comment un fantôme a fini dans la pièce la plus dangereuse de New York, nous devons revenir en arrière. 6 heures plus tôt, 4h30 du matin, les yeux d'Elena s'ouvrirent brusquement dans l'obscurité. Le cauchemar s'accrochait à elle comme un tissu mouillé, l'odeur de fumée, les cris qui ne s'arrêtaient pas, le visage de sa mère illuminé par les flammes, la bouche bougeant en mots qu'Elena ne pouvait jamais tout à fait entendre. Elle resta immobile sur le matelas mince, fixant le plafond taché d'eau, attendant que son cœur cesse de s'emballer. Le même cauchemar. Chaque nuit pendant 15 ans, elle s'assit lentement, ses pieds nus touchant le sol en béton froid. L'appartement studio était à peine plus grand qu'une cellule de prison, peut-être 200 pieds carrés de murs en ruine et de rêves brisés. Pas de fenêtre, juste une seule ampoule nue pendue à un fil, projetant une lumière jaune maladive à travers l'espace exigu. Un cafard traversa le mur près de l'évier. Elena ne scia pas. Elle avait cessé de scier devant les cafards il y a des années. Ils étaient le moindre de ses problèmes. Elle se leva et marcha vers le petit coin cuisine, juste une plaque chauffante, un mini-réfrigérateur qui ronronnait trop fort et une étagère avec 3 paquets de huile instantanée. Dîner pour les 3 prochains jours. Elle attrapa un paquet et mangea les nouilles sèches, froides, sans eau ni assaisonnement. Cuisiner gaspillerait de l'électricité. L'électricité coûtait de l'argent qu'elle n'avait pas. Son salaire de bissement était arrivé hier 847,53 $ après impôts. Elle avait déjà transféré 600 $ au fonds médical de Maria. Sa meilleure amie, sa seule amie, combattait un cancer du sein de stade 2 sans assurance. Les traitements étaient chers. L'hôpital ne se souciait pas de l'amitié ou des promesses. Cela laissait à Elena 253 $ pour le loyer, la nourriture et la survie. Le loyer seul était de 400 $. Elle croqua une autre nouille sèche. Elle avait le goût de carton de désespoir. Après avoir mangé, elle marcha vers le miroir fissuré accroché de travers au mur. Le reflet qui la regardait était une étrangère. Joues creuses, cernes sous des yeux noisettes qui avaient trop vu trop jeune. Lèvres pressées en une ligne mince qui avait oublié comment sourire. Son regard tomba sur son bras gauche. La cicatrice, elle courait de son coude à son poignet. Une ligne blanche dentelée contre une peau olive. Un souvenir de la nuit où son monde avait brûlé. Elle avait 12 ans, rampant à travers des éclats de verre pour échapper à la cave à vin, pendant que sa famille mourait au-dessus d'elle. Elena toucha la cicatrice du bout de ses doigts. Un rituel, un rappel. Tu as survécu. Continue de survivre. Elle commença sa transformation. D'abord, les cheveux. Elle ramassa ses mèches châtain foncé, épaisses, ondulées, le genre de cheveux que sa mère avait l'habitude de brosser chaque soir et les torsada en un chignon sévère si serré qu'il tirait sur son cuir chevelu. Pas de mèches lâches, rien de mémorable. Ensuite, les lunettes, monture épaisse noire, vert sans correction, un mur entre ses yeux verts distinctifs et le monde. Enfin, les vêtements, pantalon noir ample, une blouse blanche informe 2 tailles trop grandes, un uniforme conçu pour la faire disparaître. Avant de mettre ses chaussures, elle tendit la main sous le matelas et sortit un petit couteau de 4 pouces assez aiguisé pour couper à travers l'os. Elle le glissa dans une poche cachée qu'elle avait cousue à l'intérieur de sa chaussure droite. 15 ans, elle avait porté ce couteau. 15 ans, elle n'en avait jamais eu besoin. Mais dans son monde, le moment où vous cessiez de vous préparer au danger
était le moment où le danger vous trouvait. Elena jeta un dernier regard au miroir. La femme qui la regardait n'était personne. Personne. Un fantôme dans une chair empruntée. 15 ans à être personne. Juste survivre un jour de plus, Elena. Un jour de plus. Elle attrapa son sac, éteignit la lumière et sortit dans le couloir qui sentait le moisi et la cuisine des autres. Les rues de New York l'engloutirent entièrement. Des milliers de personnes se pressant, costumes et mallettes et cafés chers et vie qui comptaient. Et une hymne dans la foule qui avait appris l'art de l'invisibilité, Elena Castellano se déplaçait dans la ville comme de la fumée, invisible. Inaperçue, une ombre parmi les ombres, exactement comme elle en avait besoin. Le nom signifiait le plus beau en italien, et le restaurant était à la hauteur de chaque syllabe. Elena poussa la porte de service à 6h15 du matin, passant de la réalité grise des rues de New York à un monde qui appartenait aux couvertures de magazines. Des lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés comme des cascades gelées. Des tables en acajou luisaient sous une douce lumière dorée. L'air sentait la truffe blanche, le parmesan affiné, et l'argent, tant d'argent qu'il avait sa propre odeur. C'était là que les sénateurs proposaient à leur maîtresse, où des contrats de milliards de dollars étaient signés autour de bouteilles de vin et naissant de l'or, où l'élite de Manhattan venait voir et être vue. Et Elena était là pour verser de l'eau. L'ironie ne lui échappait pas. Elle traversa la cuisine étincelante, passant devant les commis de cuisine déjà en train de hacher des légumes et les sous-chefs aboyant des ordres. Le quart du matin battait son plein. Un chaos organisé qui produisait d'une manière ou d'une autre des chefs-d'œuvre culinaires valant plus que son loyer mensuel. Elena. Une voix chaleureuse coupa le bruit. Marcia Santos se tenait près des casiers du personnel, son visage rond se transformant en un froncement de sourcils inquiets. 24 ans. Dominicaine avec des cheveux bouclés, qu'elle ne parvenait jamais tout à fait à dompter et un cœur trop grand pour cette ville. Elle était la seule personne chez Bessima qui se donnait la peine d'apprendre le nom d'Elena. La seule personne n'importe où qui se donnait la peine. Dios mio, tu as l'air morte. Maria attrapa les épaules d'Elena, étudiant son visage. Tu as mangé quelque chose aujourd'hui? Et ne me mens pas. Je vais bien. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Maria ouvrit la bouche pour argumenter, mais le claquement sec des mains fit taire toute la cuisine. Howard Finch se tenait dans l'embrasure de la porte. Le gérant de salle était un homme grand et mince d'une 50aine d'années, avec une calvitie naissante et l'expression permanente de quelqu'un qui avait avalé quelque chose d'acide. Ses yeux balayèrent le personnel rassemblé comme un gardien de prison comptant les détenus. Tout le monde sale du personnel maintenant. Le ton ne laissait aucune place aux questions. 32 employés se pressèrent dans la petite salle du personnel, épaule contre épaule, respirant à peine. Howard se tenait devant, serrant un presse-papier comme un bouclier. Ce soir, commença-t-il, sa voix tendue. Nous avons une réservation spéciale. La mezzanine VIP entière privée, sans exception. Il marqua une pause, dégluti. La famille Caruso. Des chuchotements ondulèrent à travers la pièce. Elena sentit Maria se raidir à côté d'elle. « Je n'ai pas besoin de vous dire ce que cela signifie. » Continua Howard. « Pas de contact visuel avec les invités. Ne parlez pas à moins d'être directement interpellé. Ne faites pas d'erreur. Si vous renversez quelque chose, laissez tomber quelque chose, ou même respirez trop fort, vous êtes fini. Pas seulement ici, partout. Me suis-je fait comprendre? Approuvement, silence. Elena. Les yeux de Howard la trouvèrent. Vous êtes de service d'eau, gazeuse plate, glace, rien d'autre. Compris? Elena hocha la tête, la gorge soudainement sèche. Howard regarda son presse-papier. La réservation est au nom de Don Vincent Caruso et de son fils, Dominic Caruso. Ils arrivent à 8 heures. Caruso. Le nom frappa Elena comme une balse dans la poitrine. Le plateau lui échappa des doigts,
Il s'entrechoqua contre le sol. Le son incroyablement fort dans la pièce silencieuse. Tout le monde la regarda fixement. Elena ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser. La pièce tournait, basculait, s'effondrait autour d'elle. Caruso, le nom qu'elle avait murmuré dans ses cauchemars pendant 15 ans, le nom écrit dans le sang de sa famille. Les souvenirs vinrent comme un tsunami, imparable, écrasant, noyant tout sur leur passage. Elena atteignit à peine la salle de bain du personnel avant que ses jambes ne lâchent. Elle verrouilla la porte derrière elle et s'effondra contre le mur de carrelage froid, glissant jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Caruso, le nom déverrouilla une porte qu'elle avait passé 15 ans à essayer de sceller. 15 ans plus tôt, le domaine Castellano en Sicile, le jour du mariage de son frère Marco, Elena avait 12 ans, portant une robe blanche avec des rubans roses, dansant pieds nus sur la terrasse tandis que les adultes riaient et buvaient du vin. L'air sentait la fleur d'oranger et le jasmin. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les citronniers comme des étoiles capturées. Sa mère, la belle Isabella, avec ses yeux verts et ses mains douces, lui avait embrassé le front et murmuré « Va te coucher bientôt, ma petite ombre. Demain, nous aurons du gâteau pour le petit déjeuner. » Elena ne mangea jamais ce gâteau. Le premier coup de feu vint à minuit. Puis les cris commencèrent. Elena se souvint de courir, ne sachant où, juste courir, Jim, jusqu'à ce que des mains fortes l'attrapent. Son père, Don Antonio Castellano. Sa chemise blanche était déjà tachée de rouge. La cave à vin. Il siffla, la poussant vers la porte cachée. « Cache-toi, ne sors pas. Quoi que tu entendes, promets-moi, papa. Promets-moi, elle promit. La cave était froide et sombre. Elle se pressa contre le mur de pierre, respirant à peine, écoutant le monde au-dessus d'elle mourir. Coups de feu, verre brisé, sa mère criant un son qui entrait les cauchemars d'Elena pour toujours. Puis le silence. Pire que les cris, elle trouva une fissure entre les planches de bois. Elle leva les yeux et vit tout. Sa mère traînée par les cheveux sur le sol de marbre, laissant une traînée de rouge. Son père à genoux, un pistolet pressé contre sa tempe, et une voix calme, froide, professionnelle, disant « Trouvez la fille, ne laissez pas de témoins. » Elle se couvrit la bouche des deux mains et ne respira pas avant l'aube. Jour présent, Elena fixa son reflet dans le miroir de la salle de bain. La femme qui la regardait était pâle, tremblante, les yeux grands ouverts d'une terreur qui n'avait jamais vraiment disparu. Elle serra l'évier jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Ils ne savent pas qui tu es, » murmura-t-elle comme une prière. « Tu n'es qu'une serveuse. Tu n'es personne. Tu n'es personne. » La cicatrice sur son bras pulsait. Une douleur fantôme. Un rappel permanent. Ils ont tué ta famille. Ils ont brûlé ton monde. Et maintenant, ils sont ici. Elle éclaboussa son visage d'eau froide. Une fois, 2 fois, 3 fois. Tu peux courir, sortir par la porte de derrière, disparaître. Tu l'as déjà fait. Mais elle ne bougea pas parce que courir signifiait être un fantôme pour toujours, et elle était si fatiguée d'être morte. Un coup à la porte la fit sursauter. Elena. La voix de Maria inquiète. Ils sont là. Howard te cherche. Elena regarda son reflet une dernière fois. La fille terrifiée avait disparu. À sa place se tenait une femme avec de la glace dans les veines et du feu enfoui profondément dans sa poitrine. Elle prit une inspiration, ouvrit la porte et marcha vers ses fantômes. Verset 5. Les SUV noirs arrivèrent comme un cortège funèbre. 3 véhicules, vitres teintées, jantes chromées, qui captaient les lumières de la rue comme des miroirs. Ils se rangèrent devant l'entrée de Bellissima en formation parfaite, moteur ronronnant avec une menace silencieuse. Elena se tenait avec les autres serveurs près de l'entrée, pressée contre le mur, sa carafe d'eau serrée si fort que ses doigts lui faisaient mal. Les premières portes s'ouvrirent. Des gardes du corps émergèrent comme des ombres ayant pris forme. 6 d'entre eux,
tous portant des costumes noirs identiques, coupés pour cacher les armes en dessous, des oreillettes enroulées dans leur col comme des serpents. Leurs yeux balayèrent la pièce avec l'efficacité froide d'hommes qui avaient déjà tué et tueraient à nouveau sans hésitation. Ils se déployèrent en éventail, sécurisèrent le périmètre, vérifièrent les lignes de visée. Puis vint Marco Benedetti. Le sang d'Elena se glaça. Il avait 45 ans, peut-être plus, avec un visage qui semblait avoir été sculpté dans du granit par un sculpteur en colère. Cheveux argentés lissés en arrière, yeux morts profondément enfoncés dans des orbites creuses. Il se déplaçait avec la précision contrôlée d'un chirurgien, ce qui était approprié car c'était exactement comme on l'appelait, le chirurgien. Non pas parce qu'il guérissait les gens, mais parce qu'il savait exactement où couper pour faire durer la douleur le plus longtemps possible. Elena avait entendu des histoires. Tout le monde avait entendu des histoires. Marco Benedetti était l'homme que la famille Caruso appelait quand des problèmes devaient disparaître. Juges, témoins, familles entières. Il était l'architecte des cauchemars et il venait d'entrer dans son restaurant. Derrière Marco vint un fauteuil roulant poussé par un jeune assistant en uniforme blanc impeccable. Vincent Caruso, le Don. Il avait 68 ans, mais il paraissait plus vieux. La maladie de Parkinson avait ravagé son corps, laissant ses mains trembler constamment. Sa silhouette autrefois puissante était réduite et fragile, mais ses yeux sombres et enfoncés, restaient vifs comme des lames d'obsidienne. C'était l'homme qui avait régné sur la pègre de la côte Est pendant 4 décennies. L'homme dont le nom était chuchoté avec peur de Boston à Miami. L'homme qu'Elena avait blâmé pour le meurtre de sa famille chaque jour pendant 15 ans. Il paraissait plus petit qu'elle ne l'avait imaginé, mais non moins terrifiant. Et puis Dominic Caruso, il sortit du dernier SUV et l'air même de la pièce sembla changer. 1,88 m, épaules assez larges pour bloquer la lumière. Il se déplaçait comme un prédateur, une panthère noire dans un costume Tom Ford, tout muscle tendu et violence à peine contenue. Son costume 3 pièces était noir de jais, le col ouvert juste assez pour révéler une légère cicatrice qui courait de son cou vers le bas, disparaissant sous le tissu. Ses cheveux étaient noirs comme du charbon, lissés en arrière avec des touches d'argent aux tempes qui ne faisaient que le rendre plus dangereux. Mais ce furent ses yeux qui arrêtèrent le cœur d'Elena. Gris, la couleur des nuages d'orage avant les éclairs, froid, vide, les yeux d'un homme qui avait vu trop de morts pour ne plus rien ressentir. Il ne regarda pas le personnel aligné contre le mur. Il n'ignora pas Howard, qui s'inclinait si bas que sa colonne vertébrale aurait pu se briser. Il se contenta de balayer la pièce du regard. Sortie, fenêtre, menace potentielle, un prédateur évaluant son territoire. Don Vincent, Monsieur Dominic. La voix de Howard tremblait d'une révérence désespérée. C'est le plus grand honneur de notre établissement de vous accueillir table. Un mot. C'est tout ce que Dominic dit. Sa voix était profonde, calme, le genre de calme qui poussait les gens à se pencher pour écouter parce que manquer une seule syllabe pourrait leur coûter tout. Howard faillit trébucher, les menant vers la mezzanine VIP. La procession avança. Elena se pressa plus fort contre le mur, essayant de devenir partie du papier peint, essayant de disparaître, essayant de se souvenir comment respirer. Les gardes du corps passèrent. Marco passa. Le fauteuil roulant de Vincent roula. Et puis Dominic, il était à 3 pieds quand il s'arrêta. Le cœur d'Elena se serra. Il tourna la tête. Lentement, ses yeux gris d'orage balayèrent son visage. 1 seconde, 2 secondes. Quelque chose vacilla dans son regard. Reconnaissance, suspicion. Elle ne pouvait pas dire. Puis il détourna le regard et continua de marcher. Elena ne respira plus avant qu'il ne disparaisse dans les escaliers. Elena suivit la procession le long de l'escalier en marbre courbé jusqu'à la mezzanine VIP. Elle garda ses distances à 10 pieds derrière le dernier garde du corps, la tête baissée, les épaules voûtées.
La carafe d'eau en cristal serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Mais ses yeux la trahirent. Il continuait de dériver vers Dominic Caruso. La façon dont il bougeait, la posture de ses épaules, l'angle net de sa mâchoire quand il se tournait pour parler à Marco. Quelque chose en lui la tracassait. Quelque chose au-delà du don, au-delà de la haine, quelque chose de familier. Et puis ce que là la frappa. Les funérailles, 3 semaines après le massacre. Un matin gris en Sicile, la pluie tombant comme des larmes du ciel, 6 cercueils, tous vides. Il n'y avait pas de corps à enterrer. Le feu avait tout consumé. Elena se tenait à côté d'une tente éloignée, vêtue de noir, ne ressentant rien. Le chagrin l'avait déjà vidée. Elle n'était qu'une coquille, un fantôme assistant au mémorial de sa propre famille. Elle avait levé les yeux des tombes et l'avait vu. Un jeune homme, 21 ans, peut-être 22, debout près de la porte ouest du cimetière, séparé des pleureurs. Il portait un manteau sombre, son visage était dur, illisible. Il n'avait pas sa place là. Il n'était pas de la famille, n'était pas un ami, n'était pas l'un des centaines venus rendre hommage à l'Empire castellano déchu. Il regardait. Elena, 12 ans, l'avait fixé à travers la mer de parapluie noir. Leurs yeux se croisaient en juste un instant, puis il tourna et s'éloigna. Elle n'oublia jamais ce visage. Maintenant, ce visage avait 15 ans de plus dur, plus froid, sculpté par le temps et la violence en quelque chose de plus acéré. Mais c'était le même visage. Il était là aux funérailles de ma famille. Les mains d'Elena tremblèrent autour de la photo. Pourquoi s'assurait-il que nous étions vraiment morts? Comptant les cercueils, confirmant la victoire de sa famille. La procession atteignit le niveau VIP. Des gardes du corps prirent une position. Vincent fut conduit à la tête de la longue table. Marco se tenait derrière lui comme une ombre, et Dominic se retourna. Ses yeux gris balayèrent la mezzanine, les sorties, les fenêtres, le personnel. Puis ils se posèrent sur Elena. Elle aurait dû détourner le regard, aurait dû fixer le sol comme une bonne serveuse invisible. Mais elle ne le fit pas. Elle regarda en arrière. 1 seconde, 2 secondes. L'air entre eux crépita de quelque chose d'électrique, quelque chose de dangereux. Le front de Dominic se plissa. Un mouvement à peine perceptible. Ses yeux se rétrécirent, cherchant son visage comme s'il essayait de résoudre un puzzle avec des pièces manquantes. Il le sent aussi. Il sait que quelque chose ne va pas. Elena força son regard vers le bas. Ses mains tremblaient. L'eau claqua contre les parois de la carafe. Quand elle leva les yeux à nouveau, Dominic s'était détourné. Il parlait à Marco. Son visage ne révélait rien, mais Elena savait. Il l'avait vu, vraiment vu. Et quelque part dans les profondeurs de sa mémoire, un fantôme s'agitait. Le dîner commença à 20h30 pile. Plat après plat émergea de la cuisine comme une œuvre d'art comestible. Risotto aux truffes brillant de parmesan râpé. Bœuf wagyu si tendre qu'il fondait sur la langue. Vin plus vieux qu'Elena elle-même, versé dans des verres en cristal qui coûtaient plus que son loyer. Elena se déplaçait dans la mezzanine VIP comme un fantôme. Verser de l'eau, débarrasser les assiettes, remplir les verres, disparaître. Elle avait perfectionné cette danse pendant 3 ans chez Bissima. L'art d'être présente mais invisible. Utile mais oubliable. Ce soir, cependant, ses oreilles étaient grandes ouvertes. Les Caruso parlaient en italien, rapide, bas. Supposant que le personnel ne pouvait pas comprendre, ils se trompaient. Les Colombiens veulent une réponse avant minuit. Marco se pencha en avant, sa voix un sifflement aigu. 50 millions d'hommes. La famille a besoin de cet argent. Les projets de construction au Jersey seuls, j'ai dit non. La voix de Dominic coupa les mots de Marco comme une lame. C'est des affaires, pressa Marco. Les sentiments personnels n'ont pas leur place dans le trafic des enfants, Marco. La table devint silencieuse. Dominic posa son verre de vin avec une précision délibérée. Sa mâchoire était serrée.
Ses yeux gris s'étaient transformés en acier. Je me fiche qu'ils offrent 500 millions. Nous ne faisons pas d'affaires avec des gens qui vendent des enfants. Fin de la discussion. La main d'Elena se figea à mi-versement. Vincent leva sa main tremblante de l'accoudoir de son fauteuil roulant. Le garçon a raison. Sa voix était faible, mais son ton portait le poids des décennies. Certains argents sont trop sales, même pour nous. Le visage de Marco tressaillit. Un éclair de colère rapidement enfoui sous un masque d'obéissance. Comme vous voulez. Mais Elena le vit. Le ressentiment brûlant dans ses yeux morts. La haine mal dissimulée. Elle remarqua à peine sa propre main trembler jusqu'à ce que de l'eau éclabousse le bord de la carafe. Un chef de mafia refusant 50 millions de dollars à cause d'enfants. Elle avait passé 15 ans à imaginer les Caruso comme des monstres. Des démons sans visage qui avaient détruit sa famille sans conscience ni remords. Mais les monstres n'avaient pas de ligne morale. Les monstres ne disaient pas non. Toi, le cœur d'Elena s'arrêta. Serveuse. Dominique la regardait directement. Ses yeux gris d'orage la clouaient sur place comme un papillon sur une planche. « Viens ici. » Ses jambes bougèrent d'elles-mêmes. 3 pas en avant, elle s'arrêta à côté de sa chaise, la carafe d'eau tremblant dans sa prise. Dominique étudia son visage. De près, elle put voir les éclats d'argent dans ses yeux. Les fines lignes autour de sa bouche, l'épuisement caché sous le masque. « Ta main tremble. » Ce n'était pas une question. Elena se força à respirer. « Je m'excuse, monsieur. J'avais-vous peur de moi? » La question resta suspendue dans l'air, dangereuse, chargée. Elle aurait dû dire oui, aurait dû s'humilier et s'excuser et jouer le rôle de la serveuse terrifiée. Au lieu de cela, quelque chose d'imprudent s'échappa. Devrais-je l'être? Silence. Marco se raidit. Les sourcils de Vincent se levèrent et Dominique, juste une fraction de seconde, sourit. Pas un sourire chaleureux, pas un sourire gentil, mais quelque chose de réel, quelque chose d'humain. Réponse intelligente. Il agita la main. Renvoi. Elena se retira dans son coin, le pouls battant dans ses oreilles. Elle ne le regarda plus pour le reste du dîner, mais elle sentit son regard la suivre à travers la pièce, suivant ses mouvements, la jaugeant. Le prédateur avait remarqué la souris et il ne détournait pas le regard. 21h30, le dîner touchait à sa fin. Le dessert avait été servi, un délicat tiramisu que les invités touchèrent à peine. Le café fumait dans des tasses en porcelaine. La tension qui avait traversé le repas commençait enfin à s'apaiser. Elena se permit de respirer. Presque fini. Encore quelques minutes. Le Barolo. La voix de Howard siffla à son oreille. Il lui fourra une bouteille dans les mains. 1 millésime 1985 valant plus que ce qu'elle gagnait en un an, Don Vincent l'avait spécifiquement demandé. Verse soigneusement. Si tu renverses une seule goutte, je te finirai. Elena hocha la tête, prit la bouteille, se dirigea vers la table. Elle ne vit pas la main de Marco bouger sous la nappe. Elle ne le vit pas faire signe aux gardes du corps près du pilier. Elle sentit seulement le pied. Il vint de nulle part, une chaussure noire polie accrochant sa cheville à mi-pas. Elena s'élança en avant, les bras battant l'air, la bouteille lui échappant des doigts. Le temps ralentit. Le Barolo traça un arc dans l'air et éclaboussa directement la poitrine de Vincent Caruso. Le vin rouge se répandit sur la chemise blanche du vieux Don comme une blessure épanouie. Le liquide s'imprégna du tissu, dégoulinant sur ses genoux, tachant le fauteuil roulant. La pièce devint silencieuse. Howard fit un bruit étranglé quelque part entre un halètement et un râle d'agonie. Vincent regarda sa chemise ruinée, puis Elena, qui s'était effondrée à genoux sur le sol de marbre. Marco fut sur ses pieds instantanément. « Toi, maladroite, attends. » La main tremblante de Vincent se leva. Sa voix était faible mais impérieuse. « Regarde-moi, jeune fille. » Elena leva la tête. Ses lunettes étaient de travers. Ses cheveux s'étaient détachés de son chignon, mais elle rencontra le regard du vieux Don sans ciller. Vincent la fixa. Quelque chose changea dans son visage. La colère s'estompa, remplacée par autre chose.
quelque chose qui ressemblait presque à du choc. Ses yeux, murmura-t-il, verts comme des olives siciliennes. J'ai déjà vu ses yeux. Marco n'attendit pas. Il franchit la distance en deux enjambées et gifla Elena au visage. Le coup fut vicieux, professionnel, le genre de gifle conçu pour humilier autant que blesser. La tête d'Elena claqua sur le côté. Ses lunettes s'envolèrent, glissant sur le marbre. Elle s'effondra sur le dos, des étoiles explosant derrière ses yeux. Du sang remplit sa bouche, cuivre chaud familier à genoux. Marco se tenait au-dessus d'elle, son ombre bloquant la lumière. « Excuse-toi maintenant. » Elena gisait sur le sol froid. 63 personnes la regardaient. Serveurs, gardes du corps, la famille criminelle la plus puissante de New York. Tout le monde attendant qu'elle cède, qu'elle pleure, qu'elle supplie, qu'elle rampe comme la personne insignifiante qu'il croyait qu'elle était. Le sang pressait contre sa langue, et dans le silence, elle entendit la voix de son père. « Tu es une Castellano, ma petite ombre. Nous ne nous agenouillons pas. Nous ne supplions pas. Nous ne nous brisons pas. Même quand le monde entier se dresse contre nous, nous nous relevons. » Elena ouvrit les yeux. Elle posa ses paumes à plat sur le marbre et elle se leva lentement, délibérément, le sang coulant de sa lèvre fendue, les cheveux sauvages autour de son visage, les yeux flamboyants de 15 ans de feu enfoui. Elle ne regarda pas Marco. Elle regarda au-delà de lui directement dans les yeux gris orage de Dominic Caruso. Et elle parla, pas en anglais, pas en italien, dans l'ancien dialecte sicilien de ses ancêtres, des mots qui n'avaient pas été prononcés dans la pègre depuis un demi-siècle. Iuscuroisa. L'ombre ne s'agenouille jamais mais toujours se lève. La pièce se glaça. La mezzanine VIP s'était vidée en 60 secondes chrono. Des gardes du corps escortèrent les invités dans les escaliers. Les serveurs disparurent dans la cuisine. Howard avait été transporté par 2 sous-chefs après s'être évanoui contre le chariot à dessert. Maintenant, seules 4 personnes restaient dans la salle à manger privée. Dominic Caruso, Vincent Caruso, Marco Benedetti et le fantôme. Les portes se refermèrent en cliquant. 2 gardes armés pris en position à l'extérieur, assez près pour réagir, assez loin pour ne pas entendre. Le silence était suffocant. Elena se tenait au centre de la pièce, le sang séchant encore sur son menton, les cheveux ébouriffés, les yeux brûlants d'un feu qui couvait depuis 15 ans. Dominic la cernait lentement comme une panthère traquant une proie blessée. Ses mains jointes derrière le dos, ses yeux gris ne quittant jamais son visage. La lignée Castellano est morte il y a 15 ans. Sa voix était basse. Mesurer chaque membre, chaque branche, chaque cousin, oncle et parent éloignés. J'étais moi-même aux funérailles. Elena ne sia pas. Je sais, Dominic s'arrêta à mi-chemin. Je vous ai vu là-bas, continua Elena. Vous aviez 21 ans, debout près de la porte ouest seul. Vous portiez un manteau noir. Vous ne portiez pas de parapluie même s'il pleuvait. Quelque chose vacilla sur le visage de Dominic. Surprise. Oh, vous vous en souvenez? Je me souviens de tout du jour où j'ai enterré des cercueils vides. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Juste à peine, juste assez pour révéler l'océan de chagrin sous la glace. Vincent se pencha en avant dans son fauteuil roulant, ses mains tremblantes agrippant les accoudoirs. Comment? La voix du vieux Don était rauque, désespérée. Comment avez-vous survécu? On nous a dit qu'il n'y avait pas de survivants. Les rapports disaient, les rapports étaient faux. Elena se tourna pour lui faire face. L'homme qu'elle avait haï pendant la moitié de sa vie, le monstre de ses cauchemars. Il paraissait si petit maintenant, si fragile. Je me suis caché dans la cave à vin, dit-elle. Derrière les vieux tonneaux, il y avait une fissure dans les planches. J'ai tout vu à travers cette fissure. Sa voix resta calme, sans émotion, comme si elle récitait une liste de courses au lieu de la pire nuit de son existence. J'ai vu ma mère traîner sur le sol par les cheveux. J'ai entendu son cri de miséricorde.
J'ai vu mon père abattu d'une balle dans la tête alors qu'il était à genoux. J'ai entendu son dernier souffle sortir de ses poumons. Le visage de Vincent était devenu pâle comme des cendres. J'ai passé 15 ans à croire que vous l'aviez ordonné. Elena s'approcha du fauteuil roulant. 15 ans à haïr votre nom, rêvant de ce moment, planifiant comment je vous regarderai mourir. Je ne l'ai pas fait. La voix de Vincent se brisa. Des larmes montèrent dans ses yeux larmoyants. Je jure sur la tombe de ma femme. Je jure sur la vie de mon fils. J'ai ordonné une négociation, une fusion pacifique. Antonio était mon ami. Nous avons grandi ensemble à Palerme. Je n'aurai jamais s'il vous plaît. Le rire froid de Marco traversa la pièce. Vous croyez un fantôme, il écarta les mains, l'incrédulité dégoulinant de chaque mot. Elle pourrait mentir. Elle pourrait être une assassine envoyée par nos ennemis. Un joli visage avec une histoire fabriquée conçue pour tais-toi, Marco. La voix de Dominique était glaciale. La bouche de Marco se referma brusquement. Dominique se tourna de nouveau vers Elena. Ses yeux cherchèrent dans son visage, cherchant la tromperie, la faiblesse, toute fissure dans son armure. « Si vous nous vouliez mort, dit-il lentement, vous ne vous seriez pas révélé. Vous travaillez ici depuis 3 ans. Vous avez eu 1000 opportunités. Vous auriez pu empoisonner le vin, glisser quelque chose dans notre nourriture, un couteau dans le noir. » Il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse voir les éclats d'argent dans ses iris. « Mais vous ne l'avez pas fait. » « Pourquoi ?» Elena soutint son regard. « Parce que je voulais la vérité d'abord. » Dominique l'étudia un long moment, puis il hocha la tête. Intelligent. Il se détourna, marchant vers la fenêtre. La ligne d'horizon de Manhattan brillait au-delà du verre. 1 million de lumières, 1 million de secrets. Alors, la question est, il se retourna, son regard balayant la pièce. Si mon père n'a pas ordonné le massacre, qui l'a fait? Le silence s'étira. Elena le vit en premier. L'éclair de peur dans les yeux de Marco. Dominique le vit aussi. Et lentement, inévitablement, chaque paire d'yeux dans la pièce se tourna vers le chirurgien. Marco Benedetti sentit chaque œil dans la pièce se tourner vers lui. Pour un instant, juste un battement de cœur, quelque chose vacilla sur son visage de granit. Peur, calcul, la course désespérée d'un animal acculé. Puis il sourit. C'était un sourire différent de celui qu'il portait en public. Pas le serviteur obéissant, pas le loyal conciliaire. Ce sourire était froid, authentique, le sourire d'un homme qui avait porté un masque pendant 25 ans et qui était enfin autorisé à le retirer. Eh bien, il redressa ses manchettes, décontracté, presque amusé. 25 ans. J'ai servi cette famille pendant 25 ans. Nettoyez vos dégâts, enterrez vos secrets, construisez votre empire brique par brique sanglante. Il rit, un son creux, sans joie. Et il a fallu une file morte marchant pour vous faire voir la vérité. Le visage de Vincent s'était froissé. Le vieux Don semblait avoir vieilli d'une décennie en quelques secondes. Marco. Sa voix était à peine un murmure. Qu'as-tu fait? Ce que tu étais trop faible pour faire, vieil homme. Marco commença à marcher lentement, délibérément, comme un professeur donnant une conférence. Les Castellano devenaient trop puissants. Antonio s'était étendu dans le transport maritime, dans la politique. Encore 5 ans, et il aurait égalé l'empire Caruso dollar pour dollar, arme pour arme, Bonton. Il s'arrêta, se tourna pour faire face à Vincent. Votre négociation les aurait rendus égaux, partenaires. Vous auriez partagé le pouvoir, partagé le territoire, partagé tout ce que votre père et votre grand-père avaient construit. Je n'ai pas pu permettre cela. Elena sentit le sang quitter son visage. Non. Alors, j'ai changé les ordres. Les mots frappèrent comme des balles. Votre message disait « négocier ». Le mien disait « éliminer ». Vos instructions promettaient la paix. Les miennes promettaient la guerre. Le sourire de Marco s'élargit. C'était facile, vraiment.
quelques documents falsifiés, quelques pots de vin bien placés. Les soldats suivaient les ordres. Ils ne savaient pas que les ordres étaient les miens, pas les vôtres. L'esprit d'Helena tourbillonna. Elle vit tout, la nuit du massacre, les hommes en noir faisant éruption par les portes, le massacre systématique, les cris de sa mère. Tout cela orchestré par l'homme qui se tenait devant elle. Pas Vincent Caruso, Marco Benedetti, le chirurgien. Vous avez tué ma famille. La voix d'Helena trembla. Pas de peur, de rage. Une rage pure, blanche, chaude, aveuglante. Vous avez assassiné tous ceux que j'aimais. Pour le pouvoir. Marco se tourna vers elle. Ses yeux morts ne contenaient rien. Pas de remords, pas de culpabilité, pas d'humanité. Pour la survie. Petite princesse, dans ce monde, vous grimpez sur des cadavres ou vous en devenez un. J'ai choisi de grimper. Dominic bougea vite, violemment. Il traversa la pièce en 3 enjambées et attrapa Marco par le col, le claquant contre le mur. L'impact secoua le lustre au-dessus. Tu as trahi mon père. La voix de Dominic était à peine humaine. Un grognement d'un endroit profond et primal. Tu as assassiné une lignée entière. Femmes, enfants. Tu m'as fait vivre avec la culpabilité pendant 15 ans. Je pensais que nous avions fait ça. Je pensais ma famille à culpabilité. Marco rit à son visage. Tu devrais me remercier, mon garçon. Je t'ai fait roi. Sans la menace Castellano, l'Empire Caruso a prospéré. Nous nous sommes étendus dans des territoires qu'Antonio aurait bloqués. Nous avons fait des milliards. Des milliards. Il se pencha plus près. Malgré la prise de Dominic sur sa gorge, chaque dollar dans ta poche, chaque once de pouvoir que tu détiens, tu me dois tout. Depuis le fauteuil roulant, Vincent fit un son comme un animal blessé. Antonio était mon ami. Des larmes coulèrent sur les joues burinées du vieux Don. Nous étions des garçons ensemble à Palerme. Il m'a sauvé la vie quand nous avions 17 ans. Et toi, j'ai pris une décision commerciale. La voix de Marco était glaciale. Tu étais trop sentimental pour la prendre toi-même. Le poing de Dominic se leva, mais Marco fut plus rapide. 25 ans de violence avaient aiguisé ses réflexes à la perfection. Sa main se glissa dans sa veste et en ressortit avec un Beretta 9 mm. Dominic se figea. Marco s'éloigna du mur, le pistolet balayant la pièce. Assez de sentiments. Sa voix avait perdu toute prétention de chaleur. J'allais attendre encore quelques années, laisser le vieil homme mourir naturellement, prendre le contrôle progressivement. Mais puisque le petit fantôme a décidé de se montrer et de tout gâcher, le pistolet se balança vers Vincent. Je vais juste avancer le calendrier. Non, Helena ne pensa pas. Elle se lança à travers la pièce juste au moment où le doigt de Marco pressait la gâchette. Le coup de feu explosa dans le silence et Helena sentit le feu lui déchirer l'épaule. La balle déchira l'épaule d'Helena comme une lame chaude. Elle s'écrasa dans le fauteuil roulant de Vincent, les faisant basculer tous les deux. Le vieux Don tomba de son siège. Helena se tordit à mi-chute, enroulant son corps autour de sa frêle silhouette, le protégeant de sa propre chair et de ses os. Ils touchèrent le sol de marbre ensemble. Du sang chaud et humide coula de la blessure à son épaule. La douleur était aveuglante, brûlante. Mais Helena avait déjà connu la douleur. Elle serra les dents et tint bon. Dominic bougea comme l'éclair. Son Glock quitta l'étui en une fraction de seconde. 3 coupes de feu tonnèrent à travers la pièce. Bang! 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 Chacun visant le centre de la masse de Marco. Mais le chirurgien était déjà en mouvement. Il plongea derrière la lourde table à manger en acajou, des balles brisant le bois à quelques centimètres de sa tête. Le verre vola en éclats, des bouteilles de vin explosèrent. L'air se remplit de l'odeur âcre de la poudre à canon. Maintenant, la voix de Marco rugit à travers le chaos. Les portes s'ouvrirent en grand. 3 gardes du corps firent éruption.
des hommes qu'Helena avait vus plus tôt. Des hommes qui s'étaient tenus silencieux et loyaux à la table des Caruso. Mais leurs armes n'étaient pas pointées sur Marco. Elles étaient pointées sur Dominic. Acheté et payé. Traître. Dominic grogna, se retournant pour faire face à la nouvelle menace. Plus de coupes de feu éclatèrent derrière eux. Les trois autres gardes du corps, les loyaux, avaient tiré leurs armes. Sal, Mancini, le chef de la sécurité, mena la charge. Une montagne d'hommes avec un crâne rasé et des mains comme des marteaux. Il se plaça entre son patron et les traîtres sans hésitation. La mezzanine VIP devint une zone de guerre. Des balles volèrent dans toutes les directions. Des tables furent renversées. Des lustres en cristal explosèrent en gerbes d'éclats scintillants. Les œuvres d'art inestimables sur les murs furent déchirées par des balles perdues. En bas, dans le restaurant principal, des cris éclatèrent. Les clients se précipitèrent vers les sorties. Les serveurs plongèrent derrière le bar. Quelqu'un déclencha l'alarme incendie. Et soudain, les coups de feu furent accompagnés d'un hurlement électronique assourdissant. « Tuez-les tous !» La voix de Marco coupa le chaos. Il s'était retiré vers une porte de service, tirant toujours. Ce soir, l'Empire Caruso tombe. Helena se redressa sur un bras, son épaule hurlant d'agonie. Le sang imprégnait sa blouse blanche, s'étendant comme une fleur cramoisie. Vincent gisait à côté d'elle, hébété, mais vivant. Des mains fortes l'attrapèrent. « Dominic, peux-tu bouger? » Son visage était à quelques centimètres du sien. Du sang éclaboussait sa joue, pas le sien. Helena serra la mâchoire contre la douleur. « J'ai eu pire. » Ce n'est pas réconfortant. Il la tira sur ses pieds d'un bras, tout en attrapant son père de l'autre. Vincent était un poids de mort, conscient, mais trop faible pour se tenir debout. Son corps ravagé par la maladie de Parkinson le lâchait quand il en avait le plus besoin. « Arrière-salle !» cria Dominic. « Bougez !» Ils coururent. Dominic à moitié porté, à moitié traîné tous les deux vers la salle VIP privée à l'arrière de la mezzanine. Des balles sifflèrent. Une balle brisa le miroir sur le mur à côté de la tête d'Helena, la couvrant de verre. Salman Mancini apparut à leur côté, son corps massif absorbant l'espace entre eux et les tireurs. « Allez, patronne !» Il tira 3 coups de feu par-dessus son épaule sans regarder. « Je les retiens, Sal, allez. » Dominic n'argumenta pas. Il ouvrit la porte de l'arrière-salle d'un coup de pied et y poussa Helena et Vincent. Helena trébucha sur le seuil, serrant son épaule sanglante. Vincent s'effondra sur un canapé en cuir. Gaspant pour respirer, Dominic fut le dernier à passer. Il claqua la porte, tira le verrou, poussa un lourd meuble contre l'encadrement. Dehors, les coups de feu continuèrent. Des hommes criant, du verre brisé, le bruit sourd de corps tombant au sol, puis la voix de Sal, hurlant de défi, puis le silence. Dominic pressa son dos contre la porte barricadée, poitrine haletante, pistolet fumant toujours dans sa main. Ils étaient piégés. L'arrière-salle était un piège. Les yeux d'Helena balayèrent l'espace en quelques secondes. Canapé en cuir, un bar privé, des peintures abstraites valant plus que sa vie. Pas de fenêtre, pas d'entrée de service. Une seule porte, la même porte qu'il venait de barricader. Pas de sortie. Aidez-moi avec lui. Dominic déplaçait déjà son père dans le coin, loin de la porte. Le visage de Vincent était devenu gris. Ses mains tremblaient violemment, que ce soit à cause de la maladie de Parkinson ou de la terreur. Helena ne pouvait pas dire. Probablement les deux. « Reste avec nous », murmura Dominic, calant le vieil homme contre le mur. « Papa, reste avec nous. » Des lèvres de Vincent bougèrent, mais aucun son ne sortit. Helena pressa son dos contre le bar et examina son épaule. Elle écarta le tissu imbibé de sang de sa blouse, les dents serrées contre la douleur, de part en part. La balle avait traversé le muscle de part en part, manquant l'os et l'artère de quelques millimètres. Chanceuse, incroyablement chanceuse. Elle saignerait, mais elle ne mourrait pas. Pas de cela, en tout cas. Bang!
La porte trembla. Bang! Bang! Le bois éclata. L'armoire racla sur le sol. Ils arrivent. Dominic leva son Glock visant la porte. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient froids. La porte explosa vers l'intérieur. Une silhouette massive fit irruption, l'un des hommes de Marco. Une bête d'homme avec une mitraillette serrée dans ses poings. Il balança le canon vers Dominic. Dominic tira. Clic. Vide. Le tireur sourit. Elena bougea. 15 ans à se cacher, 15 ans à être invisible. Mais avant cela, avant le massacre, avant la fuite, elle avait été une Castellano. Et les Castellano étaient entraînés dès la naissance et sa main se porta à sa chaussure. Le couteau était dans sa paume avant qu'elle n'ait fini de penser. Elle lança. La lame tourbillonna dans l'air, un éclair argenté dans la lumière tamisée, et s'enfouit jusqu'à la garde dans le poignet du tireur. Il cria. La mitraillette tomba sur le sol. Elena était déjà en mouvement. Elle franchit la distance en 2 pas, enfonçant son coude dans sa gorge avec toute la force qui lui restait. Le cartilage craqua. Les yeux de l'homme exorbitèrent. Il tituba en arrière, s'étouffant avec sa propre trachée écrasée. Elena ramassa l'arme tombée, pivota et en frappa la crosse sur sa tempe. Il tomba comme une pierre. Silence. Elena se tenait au-dessus du corps inconscient, la poitrine haletante, le sang coulant de son épaule sur le tapis. La mitraillette lui semblait naturelle dans les mains. Familière, comme saluer un vieil ami. Elle se tourna. Dominic la regardait, non pas avec suspicion, non pas avec peur, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Où diable as-tu appris ça? Elena vérifia le chargeur. À moitié plein, ça devrait faire l'affaire. Mon père ne m'a pas seulement appris de vieilles langues. Elle traversa la pièce et pressa l'arme dans les mains de Dominic. Leurs doigts se touchèrent. Les siens étaient chauds, stables. Les siens étaient glissants de sang. Il la regarda différemment maintenant. Pas la serveuse tremblante. Pas la personne invisible, une guerrière. Tu es pleine de surprises, Castellano. Elena sourit presque. Presque. Vous n'avez aucune idée. Des pas lourds tonnèrent dans le couloir à l'extérieur, des voix criantes, le clic des chargeurs en cours de chargement. Plus d'entre eux. Beaucoup plus. Dominic vérifia l'arme. Son visage était sombre. Nous sommes piégés. Ensemble, ils repoussèrent le lourd meuble en acajou contre la porte brisée. Ils ne tiendraient pas longtemps. Elena pouvait les entendre se regrouper dans le couloir. Des voix dures. La symphonie métallique des armes étant préparée. Marco aboyant des ordres. 5 minutes, peut-être moins. 5 minutes à vivre. Dominic vérifia son père. Vincent était tombé dans l'inconscience. Sa respiration peu profonde mais régulière. Le choc avait submergé son système fragile. Il a besoin d'un hôpital, dit Elena doucement. Il a besoin que nous survivions d'abord. Dominic se tourna vers elle. Ses yeux tombèrent sur son épaule, le sang coulant toujours, imprégnant sa blouse ruinée, dégoulinant sur le tapis personne. Asseyez-vous. Ce n'était pas une demande. Elena s'affaissa sur le canapé en cuir, son corps soudainement conscient de la quantité de sang qu'elle avait perdu. La pièce vacillait légèrement. Elle serra la coudoir pour se stabiliser. Dominic s'agenouilla devant elle. Il ôta sa veste de costume ruinée et arracha une bande de la doublure en soie. Ses mouvements étaient efficaces, pratiqués, les mains d'un homme qui avait déjà soigné des blessures. Cela va faire mal. Je connais la douleur. Il leva les yeux vers elle. Quelque chose changea dans ses yeux gris tempête. Je peux le voir. Il pressa la soie contre sa blessure. Elena siffla entre ses dents, mais ne cria pas. La pression était atroce. Des aiguilles incandescentes transperçaient son épaule, mais elle avait ressenti pire. La nuit du massacre, les années en foyer d'accueil, les innombrables petites violences d'une vie passée à fuir. C'était juste une autre cicatrice. Dominic noua le bandage de fortune avec une douceur surprenante.
Ses doigts effleuraient sa peau, chaud contre sa chair froide. Je suis désolé. Les mots étaient si calmes qu'elle les manqua presque. Pourquoi? Il ne leva pas les yeux. Gardait ses yeux sur le nœud qu'il nouait. Pendant 15 ans, pour ce que Marco a fait au nom de ma famille, pour les funérailles auxquelles j'ai assisté sans connaître la vérité. Elena étudia son visage, la mâchoire dure, les lignes autour de ses yeux, le poids qu'il portait dans chaque muscle. Pour la première fois, elle ne vit pas le chef de la mafia. Elle vit un homme hanté, coupable, humain. « Pourquoi étiez-vous là? » demanda-t-elle doucement. « Aux funérailles. Vous n'étiez pas de la famille. Vous n'étiez pas un ami. Pourquoi êtes-vous venu? » La main de Dominique s'arrêta sur son épaule. Parce que j'avais 21 ans et hanté par des cauchemars. Sa voix était brute, honnête. Des cauchemars sur un massacre que je n'avais pas ordonné, mais que je n'ai pas pu arrêter. J'avais besoin de voir si quelqu'un avait survécu. Pensiez-vous que quelqu'un l'avait fait? Je priais pour que quelqu'un l'ait fait. Elena fronça les sourcils. Pourquoi prieriez-vous pour la survie de votre ennemi? Finalement, il leva les yeux. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Parce qu'une partie de moi savait que c'était faux, dit-il. Tout cela. Les corps, le silence, la façon dont mon père pleurait quand il pensait que personne ne regardait. Quelque chose était brisé, et j'avais besoin de savoir qu'au moins une vie innocente avait échappé à l'épave. Elena ne pouvait pas respirer. Pendant 15 ans, elle avait imaginé les Caruso comme des monstres, des créatures sans âme qui massacraient sans remords. Mais Dominique avait prié pour elle, un garçon de 21 ans, debout sous la pluie aux funérailles d'un étranger, espérant contre toute attente que quelqu'un avait survécu. « Vous ne saviez pas, » murmura-t-elle. « À propos de Marco? » »« Non, » sa mâchoire se serra. « Mais j'aurais dû le voir. » Leurs yeux se tinrent, des coups de feu à l'extérieur, des cris, la porte claquant sous de lourds coups. Rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Entourés de sang, de chaos et de mort, quelque chose passa entre eux. Un fil, une connexion fragile, inexprimée. Vincent bougea, ses yeux s'ouvrirent en flottant, confus au début, puis s'aiguisant à mesure que la mémoire revenait. Les coupes de feu, la trahison, la file qui s'était jetée entre lui et une balle, la file Castellano. Sa voix était un murmure usé. « Vous êtes toujours là. » Elena s'assit par terre à côté du canapé, son dos contre le mur, son épaule bandée, palpitant à chaque battement de cœur. Toujours là, Vincent lutta pour se redresser. Dominique se déplaça pour l'aider, calant des oreillers derrière le dos fragile de son père. « Pourquoi? » Les yeux larmoyants de Vincent se fixèrent sur Elena. « Pourquoi m'avez-vous sauvé après tout? »« Pourquoi? » Elena resta silencieuse un long moment. « Je ne sais pas, c'était la vérité. 15 ans de haine. Et quand le moment fut venu, elle avait agi sans réfléchir. Instinct, réflexe, quelque chose de plus profond que la vengeance. Dites-moi. » La main tremblante de Vincent se tendit vers elle, mais elle s'arrêta. « Dites-moi ce qui vous est arrivé après cette nuit. Où êtes-vous allé? » Elena fixa le mur d'en face. Sa voix, quand elle vint, était plate, sans émotion. La voix de quelqu'un qui avait répété cette histoire 1000 fois dans le silence de son propre esprit. Un étranger m'a trouvé errant sur les routes près de Palerme. Je ne me souviens pas de son visage. Il m'a conduite à un orphelinat à Naples et m'y a laissé sans un mot. Elle fit une pause, respira. J'avais 12 ans. Je n'ai pas parlé pendant 3 mois. Les nonnes pensaient que j'étais muette. Dominique s'abaissa au sol en face d'elle, écoutant, sans interrompre. Les autres enfants ont découvert qui j'étais. Castellano, princesse de la mafia. Ils m'ont fait vivre un enfer. Coups, vols. Une fois, ils m'ont retenu et m'ont coupé les cheveux avec des ciseaux de cuisine. Sa main se porta inconsciemment à ses mèches sombres. J'ai appris à être invisible, à ne pas exister.
C'était la seule façon de survivre. Elena. La voix de Dominique était douce. Elle continua de parler. Ne pouvait plus s'arrêter maintenant. À 16 ans, un couple américain m'a adopté. J'ai pensé que c'était un miracle, une seconde chance. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Ils voulaient être une servante, pas une fille. Je nettoyais leur maison, cuisinais leurs repas, dormais au sous-sol. Si je me plaignais, le mari aurait. Elle s'arrêta. Certaines choses n'avaient pas besoin de mots. J'ai fugué à 18 ans. J'ai vécu dans les rues de Chicago pendant 6 mois. Des refuges quand je pouvais en trouver. Des ruelles quand je ne pouvais pas. Vincent fit un son. Chagrin. Horreur. Honte. Elena continua. Sa voix ne faiblit jamais. 19 à 22 ans. J'ai eu 3 emplois. Serveuse, femme de ménage, quart de nuit dans une station-service. Je dormais dans ma voiture, une Honda rouillée que j'avais achetée pour 300 $. Je prenais des cours quand je pouvais me le permettre. Je me suis appris à disparaître à la vue de tous. Elle se tut. Dominique observa son visage. Et puis la mâchoire d'Elena se serra. La première fissure dans son armure. À 22 ans, quelque chose de grave s'est produit. Elle n'élabora pas. Sa main se porta à son estomac. Un geste si bref, si inconscient que seule une personne observant attentivement l'aurait remarqué. Dominique le remarqua. Il ne demanda pas. Après cela, je suis venu à New York, j'ai trouvé un emploi chez Bissima, j'ai fait profil bas, je suis devenu personne. Le silence emplit la pièce. L'histoire d'Elena resta suspendue dans l'air. 15 ans de souffrance compressée en quelques phrases plates. Pas de larmes, pas d'apitoiement, juste des faits. Froid, clinique, dévastateur, Elena. Dominique se pencha en avant. Ne fais pas ça. Sa voix s'aiguisa. Je n'ai pas besoin de pitié. J'ai survécu. C'est tout ce qui compte. Les yeux de Vincent brillèrent de larmes non versées. Nous vous devons une dette qui ne pourra jamais être remboursée. Ma famille, nous vous avons fait ça. Même si Marco a tiré la gâchette, l'âme était à nous. Je ne veux pas de votre dette. Elena le regarda finalement. Je ne veux pas de votre argent, de vos excuses, de votre culpabilité. Alors qu'est-ce que tu veux? La question vint de Dominique. Calme, sincère. Elena ouvrit la bouche, la referma. Je ne sais plus, murmura-t-elle. Pendant 15 ans, j'ai voulu me venger. J'en rêvais toutes les nuits. Mais maintenant, elle regarda Dominique, l'homme qui avait prié pour sa survie, l'ennemi qui n'était pas vraiment un ennemi du tout. Maintenant, je ne sais plus ce que je veux. Bang! La porte claqua violemment. Bang! 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 Le bois craqua, les gonds hurlèrent, ils n'avaient plus le temps. Les yeux d'Elena balayèrent la pièce. Quelque chose la tracassait, un souvenir, un murmure du passé, le lambris des murs, les moulures ornées, la façon dont les planchers grinçaient selon un motif spécifique. J'ai déjà vu ça. Pas cette pièce, mais quelque chose de similaire, quelque chose d'une vie antérieure. La voix de son père résonnait dans son esprit, les nuits tardives sur la terrasse en Sicile quand il lui racontait des histoires des vieilles familles, leurs secrets, leurs routes d'évasion. Les Siciliens qui sont venus en Amérique étaient des survivants. Ma petite ombre. Ils ont construit des tunnels sous leurs bâtiments, des passages cachés des jours de la Prohibition, des moyens secrets de déplacer du whisky, de l'argent, des gens. Certains de ces tunnels existent toujours sous les plus anciens bâtiments de Manhattan. Elena se leva si vite que sa vision vacilla. Je connais un moyen de sortir. Dominique la regarda comme si elle avait perdu la tête. Quoi? Ce bâtiment? Elle se dirigea vers le mur du fond, ignorant la douleur hurlante à son épaule. Il a été construit en 1925, ère de la Prohibition. Mon père m'a parlé de tunnels, de passages secrets construits par les familles siciliennes qui possédaient ces blocs. Elle passa ses mains le long du lambris, frappant, écoutant. Solide, solide, solide. Bang! La porte derrière eux craqua. Des éclats volèrent creux.
Ici, Elena appuya sur une rosette décorative sculptée dans le bois. Quelque chose cliqua. Une section du mur s'ouvrit vers l'intérieur. L'air froid s'engouffra, vicié, humide, portant l'odeur de la poussière et des décennies oubliées. Au-delà de l'ouverture, l'obscurité s'étendait dans le néant. Des marches de pierre descendaient dans le noir. Mon Dieu! Dominique fixa le passage. Comment avez-vous? Mon père savait des choses. Elena attrapa une bougie du bar, l'alluma de main tremblante, des choses qu'il s'est assuré que je n'oublierai jamais. Dominique hésita. Ses yeux passèrent du passage secret au visage d'Elena. Vous voulez que je vous fasse confiance? Une Castellano? La question resta suspendue entre eux. Elena rencontra son regard sans ciller. En ce moment, je suis la seule chance que vous ayez. Alors, oui, faites-moi confiance. Un autre fracas derrière eux. Le meuble glissait, des voix criaient, les hommes de Marco à quelques secondes de percer. Dominique regarda son père, inconscient sur le canapé, regarda la barricade qui s'écroulait, regarda la femme qui avait été son ennemie pendant 15 ans. Puis il hocha la tête. Menacez le chemin. Il souleva Vincent sur son dos avec un grognement. Le vieil homme ne pesait presque rien. 80 ans de vie, réduits à des os creux et une peau de papier. Elena traversa l'ouverture en premier. La flamme de la bougie vacilla, projetant des ombres dansantes sur les anciens murs de pierre. Les marches étaient glissantes d'humidité. L'air avait le goût de l'histoire. Derrière eux, la porte céda finalement. Le bois explosa vers l'intérieur. Des hommes se déversèrent à travers la brèche. Des faisceaux de lampes de poche transperçaient l'obscurité. Là, le mur. Elena ne regarda pas en arrière. Elle descendit dans le noir. Dominique juste derrière, les bruits de la poursuite résonnant au-dessus d'eux. Le passage les engloutit entièrement. Le tunnel se termina en enfer. Elena émergea du passage étroit dans une vaste chambre souterraine, une station de métro abandonnée, oubliée par le temple. Des piliers en ruine s'élevaient vers un plafond voûté. Des rails rouillés disparaissaient dans l'obscurité. Des graffitis couvraient des murs comme des blessures. Et Marco Benedetti se tenait au centre de tout cela. 5 hommes armés le flanquaient, armes levées, viseurs laser peignant des points rouges sur la poitrine d'Elena. « Pensais-tu vraiment pouvoir t'échapper, petit fantôme? » La voix de Marco résonna à travers l'espace caverneux. Il s'avança, ses chaussures polies craquant sur des décennies de débris. Le chirurgien semblait presque amusé. « J'ai passé 20 ans à couvrir toutes les sorties. Pensais-tu que je ne connaissais pas les vieux tunnels? J'ai lu chaque dossier, chaque plan, chaque secret que vos précieuses familles siciliennes ont essayé d'enterrer. » Elena s'arrêta net. Derrière elle, Dominique émergea avec Vincent toujours drapé sur son dos. Il comprit la scène instantanément. Les hommes armés, les sorties bloquées, le piège dans lequel ils étaient tombés. Marco. La voix de Dominique était glaciale. Laisse-les partir. C'est entre nous. Entre nous. Marco rit. Non, Dominique. Cela a cessé d'être entre nous au moment où cette fille a ouvert la bouche. Elle a trop vu. Elle en sait trop. Et franchement, il se tourna vers Elena. Ses yeux morts trouvaient l'un les siens. J'ai des affaires inachevées avec la lignée Castellano. Il marcha lentement vers elle, savourant le moment. Tu sais ce qui est drôle, petite princesse? Ta mère avait le même regard défiant, ce même feu dans ses yeux juste avant que je lui mette une balle dans la tête. Le monde s'arrêta. Elena ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser, ne pouvait rien ressentir sauf le rugissement dans ses oreilles. Sa mère, pendant 15 ans, elle s'était interrogée, s'était torturée de questions. Qui a tiré la gâchette? Qui a mis fin à la vie de la femme qui lui avait embrassé le front et promis du gâteau pour le petit déjeuner? Maintenant, elle savait. Toi, le mot sortit étranglé, brisé. Tu l'as tué. Marco sourit, le sourire d'un homme décrivant un agréable souvenir. Elle a supplié, tu sais, pas pour elle-même. Ta mère était trop fière pour ça. Elle a supplié pour toi.
Épargne ma fille. Elle n'arrêtait pas de répéter. Elle n'est qu'une enfant. S'il te plaît, épargne ma fille. Il s'arrêta à 3 pieds d'Elena. J'aurais dû écouter. Aurais dû te trouver dans cette cœur et finir le travail. Cela m'aurait épargné beaucoup d'ennuis ce soir. Quelque chose se brisa à l'intérieur d'Elena. La peur, la culpabilité, les 15 ans de fuite et de cachette et de prétendre n'être personne. Tout cela fut réduit en cendres et à sa place la rage. Pure, blanche, chaude, absolue. Elle pensa aux mains de sa mère tressant ses cheveux, le rire de son père résonnant sur la terrasse, le sourire de son frère le jour de son mariage. Tous disparus à cause de cet homme. Elena redressa sa colonne vertébrale. Le tremblement cessa. La douleur à son épaule s'estompa. Tout s'estompa, sauf le monstre debout devant elle. Elena, l'avertissement de Dominique, vint de derrière. Ne fais pas ça, elle s'avança, passant Dominique, passant Vincent, se plaçant directement entre les armes et les hommes qu'elle avait sauvés. Marco leva un sourcil. « Que faites-vous? » La voix d'Elena était calme, froide, la voix de ses ancêtres. « Vous voulez la princesse Castellano? » Elle écarta les bras largement. Une cible ouverte. Un défi. Venez la chercher. Le sourire de Marco disparut. Il leva son arme et le monde explosa en coups de feu. Le premier coup n'atteignit jamais Elena. Il vint de derrière Marco. Une déflagration tonitruante qui fit tomber l'un de ses tireurs à mi-visée, puis un autre et un autre. Salman Mancini fit éruption par un tunnel latéral comme un taureau chargeant. 6 hommes loyaux derrière lui. Le sang imprégnait sa chemise. Une entaille fendait son front. Mais il était vivant et il était furieux. Pour les Caruso, la station abandonnée éclata en guerre. Des coupes de feu résonnèrent contre des murs de pierre. Le son se multipliant en un rugissement assourdissant. Des éclairs de bouche illuminèrent l'obscurité comme des éclairs. Des hommes crièrent. Des corps tombèrent. Des balles étincelèrent contre le métal rouillé et les piliers anciens. Elena plongea derrière une colonne en ruine, son cœur battant dans ses oreilles. Le chaos partout. Les hommes de salle engageant les tireurs de Marco. Dominique traînant son père derrière un abri. Ombres et lumières dansant sous les cires stroboscopiques. Elle vit Marco. Il se retirait vers un tunnel lointain, utilisant ses hommes comme boucliers, s'échappant à nouveau. Non. Elena quitta la colonne, prête à poursuivre. Elle ne vit pas le bras de Marco se lever, ne vit pas le pistolet braqué sur sa poitrine. Mais Dominique le fit. Il bougea plus vite que la pensée, plus vite que l'instinct. Il se jeta sur le chemin de la balle juste au moment où Marco tirait. La balle lui traversa l'épaule. Dominique tourna sur lui-même, tomba, frappa durement le béton. Non. Elena le rattrapa avant que sa tête ne frappe le sol. Non, non, non. Le sang s'accumula entre ses doigts alors qu'elle pressait contre la blessure. Tant de sang. Trop. Le visage de Dominique était pâle, sa respiration haletante, mais ses yeux gris orage, trouvèrent les siens. Pourquoi? La voix d'Elena se brisa. Pourquoi avez-vous fait ça? Il sourit. Une chose douloureuse, brisée. Parce que je devais une vie à ta famille. Sa main pressa son Glock dans sa paume. Va finir ça. Elena regarda le pistolet. Regarda Dominique. Regarda Marco, disparaissant dans les ombres. Elle courut. Son épaule blessée hurlait. Ses poumons brûlaient, mais la rage la portait en avant. 15 ans de rage, compressés en un seul but. Marco l'entendit venir. Il se tourna, levant son arme. Trop lent. Elena tira une fois. La balle brisa sa rotule. Marco s'effondra avec un hurlement d'agonie, son pistolet cliquetant dans l'obscurité. Il essaya de ramper. Elena écarta l'arme d'un coup de pied et se tint au-dessus de lui, le Glock braqué sur son crâne. Pour ma mère, son doigt se serra sur la gâchette. Pour mon père.
Marco leva les yeux vers elle. Pas de peur dans ses yeux. Juste une froide acceptation pendant 15 ans. Elena. La voix de Dominique, lointaine, faible mais claire. Arrête, elle ne tourna pas. Si tu le tues comme ça, tu deviens lui. Laisse-le souffrir. Laisse notre justice le prendre. Une toux, un gémissement. Une balle est trop rapide, trop miséricordieuse. La main d'Elena trembla. L'âme vacilla. Elle pensa à sa mère suppliant pour la vie de sa fille, mourant avec le nom d'Elena sur ses lèvres. Elle pensa à la petite fille effrayée de 12 ans se cachant dans le noir. Elle pensa à qui elle voulait devenir. Tu as raison. Sa voix était creuse. La mort serait une miséricorde. Elle baissa l'arme et enfonça son pied dans le visage de Marco avec toute la force qu'il lui restait. Sa tête claqua en arrière. Ses yeux roulèrent au blanc. Il devint mou, pas mort mais brisé. Elena se tint au-dessus de son corps inconscient, la poitrine haletante, le sang coulant de son épaule. Pas de pardon, mais pas de meurtre non plus. L'aube se leva sur Manhattan. Dans une maison de ville fortifiée de l'Upper East Side, l'une des maisons sûres les plus sécurisées de la famille Caruso, les survivants se rassemblèrent pour faire le bilan des dégâts. Marco Benedetti était vivant. Il aurait souhaité ne pas l'être. Les hommes de Salman Mancini l'avaient traîné hors de la station de métro comme une marionnette brisée. Son genou brisé avait été enveloppé de pansements grossiers, juste assez pour le maintenir en vie, juste assez pour s'assurer qu'il ferait face à tout le poids de la justice Caruso. Dans la pègre, il y avait des destins pires que la mort. Marco les découvrirait tous. Dominique s'assit sur un canapé en cuir, son épaule professionnellement bandée par un médecin qui ne posa aucune question. La balle l'avait traversé de part en part, douloureux mais non fatal. Il porterait une autre cicatrice, un autre rappel. Elena se tenait près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller. Sa propre blessure avait été cousue et pansée. Le médecin avait offert des analgésiques. Elle avait refusé. Elle voulait tout ressentir, avait besoin de tout ressentir. Elena, la voix de Vincent, faible mais stable. Elle se tourna. Le vieux Don était assis dans son fauteuil roulant, l'air en quelque sorte plus petit qu'avant. Les événements de la nuit avaient drainé toute la force qui restait dans son corps défaillant. Mais ses yeux étaient clairs, déterminés. « Viens t'asseoir avec moi. » Hélène traversa la pièce et s'assit dans la chaise à côté de lui. Elle ne dit rien, attendit. « Je ne peux pas défaire ce qui a été fait. » La main tremblante de Vincent tendit la sienne. Après un moment d'hésitation, elle lui permit de la prendre. « Je ne peux pas vous rendre votre famille, votre enfance, les années qui ont été volées. » Sa prise se resserra. « Mais je peux vous donner quelque chose, la vérité, et ce qui vous appartient. » Elena fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? » Vincent fit signe à Dominique, qui récupéra un dossier en cuir vieilli dans un coffre fort voisin. Il le tendit à son père. La famille Castellano n'a pas été complètement détruite. Vincent ouvrit le dossier, révélant des documents jaunis, des photographies, des relevés bancaires. Votre père était un homme prudent. Il se préparait au pire. Il plaça le dossier dans les mains d'Elena. Il y a une chambre forte en Sicile, cachée sous le domaine ancestral de votre famille. À l'intérieur se trouvent des actifs, de l'argent, des titres de propriété, des documents. Tout ce qu'Antonio a construit dans 30 ans. Elena fixa les papiers. Des chiffres nageaient devant ses yeux. Des adresses, des numéros de compte, une fortune dont elle ignorait l'existence. Il y a aussi une liste, continua Vincent. Des noms de personnes qui sont restées loyales à votre famille. Soldats, hommes d'affaires, politiciens. Ils ont attendu Elena. Attendu que l'héritier légitime revienne. Les mains d'Elena tremblèrent. Vous n'êtes pas un fantôme, enfant. La voix de Vincent se brisa d'émotion. Vous êtes une reine en exil et l'Empire Castellano attend que vous le réclamiez. Le dossier lui parut incroyablement lourd dans les mains. J'ai passé 15 ans à essayer d'oublier qui je suis. La voix d'Elena était à peine un murmure,
essayant de disparaître. Et maintenant vous me dites, des mains chaudes couvrirent les siennes. Dominic. Il avait traversé la pièce en silence, s'agenouillant à côté de sa chaise. Ses yeux gris rencontrèrent les siens, non plus froids, mais doux, pleins d'espoir. Maintenant, je vous dis que vous avez un choix, dit-il doucement. Qui vous voulez être, ce que vous voulez construire. Plus de fuite, plus de cachette. Elena le regarda. Vincent, le dossier plein de fantômes et de possibilités. Puis elle regarda par la fenêtre. Le soleil se levait sur New York. Une lumière dorée se répandait sur la ligne d'horizon, peignant la ville dans des nuances d'ambre et d'espoir. Pendant 15 ans, elle avait été invisible. Pendant 15 ans, elle n'avait été personne. Mais alors que l'aube se levait sur Manhattan, Elena Castellano réalisa quelque chose. Elle ne voulait plus disparaître. 3 mois plus tard, Elena se tenait sur le balcon d'un penthouse de Manhattan, regardant le coucher de soleil peindre la ville dans des nuances d'or et de cramoisie. Elle était transformée. Ses cheveux châtains tombaient librement sur ses épaules. Plus de chignons sévères, plus de cachette. Les grosses lunettes étaient parties, révélant ses yeux verts saisissants qui la marquaient comme une Castellano. Elle portait une simple robe noire qui lui allait parfaitement, élégante sans être ostentatoire. La serveuse effrayée avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait traversé le feu et en était ressortie forgée dans l'acier. Mais si vous regardiez attentivement, vraiment regardiez, vous pouviez toujours voir les ombres, le chagrin qui ne s'estomperait jamais complètement. Les cicatrices visibles et invisibles qui traçaient son voyage à travers l'enfer. Elle n'était pas intacte, elle était quelque chose de mieux. Elle était forte. La porte vitrée s'ouvrit derrière elle. Belle vue. Dominic la rejoignit à la balustrade. Son épaule avait bien guéri, juste une autre cicatrice à ajouter à sa collection. Il se tenait assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, mais pas si près pour l'encombrer. Il avait appris ses limites, les respectait. Le voyage en Sicile est confirmé, dit-il doucement. Mon père veut venir. Il dit qu'il doit à votre famille de rendre ses respects correctement cette fois. Elena hocha lentement la tête. Et vous? Pourquoi venez-vous? Dominic resta silencieux un long moment. Parce que j'ai fait la promesse de vous protéger. Je peux me protéger. Je sais. Un fantôme de sourire, j'en ai vu la preuve. Mais ce n'est pas la seule raison. Elena se tourna pour lui faire face. Alors pourquoi? Sa main se leva lentement, lui donnant le temps de se retirer. Elle ne le fit pas. Ses doigts effleurèrent sa joue, doux, respectueux, comme s'il touchait quelque chose de précieux. Parce que j'ai passé toute ma vie dans les ombres aussi, dit-il doucement, me cachant derrière des masques, jouant le rôle que tout le monde attendait. Et peut-être quoi? Peut-être qu'il est temps que nous sortions tous les deux à la lumière. Elena regarda dans ses yeux gris orage. Les yeux d'un homme qui avait prié pour sa survie il y a 15 ans, l'homme qui avait pris une balle destinée à son cœur. Elle se pencha. Le baiser fut doux, hésitant, une question plutôt qu'une exigence. Elle y répondit. Quand ils se séparèrent finalement, le soleil avait plongé sous l'horizon. Les premières étoiles émergeaient au-dessus de Manhattan. Sicile, murmura Elena contre ses lèvres. Sicile, Dominic acquiesça. Et pour la première fois en 15 ans, Elena Castellano attendait avec impatience demain. Quelque part dans les ombres, un bureau assombri à des milliers de kilomètres des lumières scintillantes de Manhattan. Un homme était assis derrière un bureau antique, son visage illuminé seulement par la lueur d'un écran d'ordinateur portable. Il fit défiler des photographies de surveillance. Selena sur le balcon, Dominic à côté d'elle, leurs doigts entrelacés. À côté de l'ordinateur portable, gisaient des photographies plus anciennes, jaunies par l'âge, un portrait de famille d'une époque plus heureuse, Antonio Castellano, son épouse Isabella, leurs enfants rassemblés autour d'eux, et une autre photographie. Une petite fille aux yeux verts assise sur les genoux d'un homme, riant de quelque chose hors du cadre. Son visage était clair, son visage était caché dans l'ombre.
Alors, la petite princesse a survécu. La voix de l'homme était douce, cultivée, la voix de quelqu'un habitué au pouvoir. Et maintenant, elle est alliée au Caruso. Comment? Inattendu. Une seconde voix émergea de l'obscurité derrière lui. Plus jeune, plus dure. Devrions-nous l'éliminer? Non. L'homme au bureau ramassa la photographie de la jeune Helena, l'étudia avec quelque chose qui aurait pu être de l'affection ou de la faim. Nous attendons. Nous regardons. Si elle va en Sicile et ouvre cette chambre forte, il posa la photographie avec précaution. Elle trouvera plus que de l'argent, plus que des titres de propriété et des comptes bancaires. Où elle trouvera la vérité sur qui a vraiment ordonné le massacre. Silence. Et quand elle découvrira cette vérité, l'homme sourit, un sourire froid, patient. Alors nous verrons de quoi la petite princesse est vraiment faite. L'écran de l'ordinateur portable devint sombre. La photographie resta sur le bureau. Un enfant rieur et un homme sans visage. Le véritable ennemi n'a jamais été les Caruso.